va parler maintenant sécurité, souveraineté. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la montée en puissance des plateformes alors que la data est bien entendu devenue la matière première la plus recherchée? Je vais inviter Gilles Babinet à me rejoindre sur cette scène, vice-président du Conseil du numérique. Merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour. Et je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous parce que je comprends que l'un des sujets qui vous occupe aujourd'hui, c'est celui de la souveraineté. C'est un sujet qui m'interpelle également beaucoup. Vous avez vu au travers d'événements récents que c'est désormais un sujet qui est populaire, un sujet de masse, notamment avec l'émergence du Libra. Mais je crois que ça doit aussi nous éveiller sur finalement qu'est-ce que doit faire notre nation, l'espace européen, pour préserver notre modèle, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, lorsque j'interviens sur ce sujet, le préalable que je fais de façon systématique, c'est finalement de parler de l'origine de la révolution numérique. Parce que je crois qu'un élément qui pour moi est important, c'est de démontrer que ça ne va pas s'arrêter là. Souvent, je me retrouve à avoir des échanges avec des interlocuteurs qui me disent « mais quand même, les choses sont faites, maintenant on est presque dans un monde stable ». Eh bien, détrompez-vous, c'est exactement le contraire. Nous sommes dans une phase d'accélération et dans une phase de changement radical. On est bien au-delà de la révolution technologique, on est dans une révolution anthropologique et vous allez voir pourquoi. La première chose que j'aime évoquer, c'est finalement ce monsieur, Gordon Moore. Gordon Moore, certains d'entre vous le connaissent. Il est célèbre pour avoir été l'un des co-inventeurs du microprocesseur et pour avoir dit en 1969, les microprocesseurs sont appelés à doubler de puissance tous les 24 mois. Et cette prédiction va avoir des conséquences absolument inimaginables parce que les premiers ordinateurs qui étaient connectés au réseau ARPANET V2 qui ressemblait déjà un peu au réseau Internet tel qu'on le connaît, vous voyez qu'ils avaient des coûts qui étaient extrêmement importants et c'était des appareils qui n'étaient pas vraiment des micro-ordinateurs. C'était absolument immobile, capacité de calcul qui était extrêmement faible, je vais y revenir. Et très vite, ce coût va s'effondrer parce qu'on est capable de mieux industrialiser, on fait plus petit, on consomme moins, on a une puissance de calcul qui augmente de façon extrêmement forte. Et en 14 ans, on va arriver à la micro-informatique. Donc la micro-informatique, c'est le fait d'être capable de faire rentrer les ordinateurs dans les entreprises. Et puis, 10 ans plus tard, chez les gens, avec la micro-informatique connectée avec le haut débit. Et on est à un moment où évidemment, Internet a émergé. Il y a 250 millions de personnes qui sont connectées à Internet en l'an 2000, c'est-à-dire à peu près l'ensemble du monde développé à des niveaux de pénétration qui sont relativement substantiels. Mais cette accélération, cette miniaturisation, ce développement en général ne s'arrêtera pas là. Et évidemment, la grande phase de croissance, c'est avec le smartphone. Juste, on va s'arrêter sur cette diapositive quelques secondes. Là-dedans, vous avez à peu près 100 fois plus de puissance de calcul que tout ce qui était disponible sur Terre en 1969. Voilà, ça c'est l'expression de la loi de Moore. Je ne vous parle pas de la taille, je ne vous parle pas du prix, vous l'avez deviné, c'est affiché. Et ce phénomène-là est un phénomène qui est en train de changer le monde de façon absolument radicale. On en est à peu près ici. Vous pouvez trouver ce téléphone dans les pays en développement à peu près partout. C'est plus puissant qu'un iPhone 4. Et évidemment, on est en train de faire en sorte que tous les gens qui avaient la téléphonie traditionnelle, on considère qu'il y a aux alentours de 8,5 milliards d'abonnements aujourd'hui, c'est plus que d'êtres humains, et bien petit à petit, leurs téléphones sont remplacés par des téléphones qui sont des téléphones connectés à TCP/IP. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est plus de la voix, c'est plus du texte, c'est de la data. Et de la data, c'est le potentiel de créer des opportunités avec le numérique qui sont tout à fait extraordinaires. La prédiction de la plupart des cabinets d'analyse, c'est que d'ici 2025, il y aura 100 milliards d'objets connectés qui vont se rajouter à cela, produisant eux-mêmes de la donnée qu'il faudra traiter et changeant complètement la nature de la compréhension du monde qui nous entoure. Ces objets connectés vont se retrouver principalement dans les supply chains, dans l'industrie, et finalement assez peu dans nos environnements domestiques, contrairement à ce que l'on croit. Et ils vont complètement changer
notre rapport notamment à l'investissement, parce qu'on va pouvoir mieux utiliser les infrastructures, et donc ça va vraiment changer beaucoup de choses. Donc vous voyez, cette petite phase d'accélération est tout à fait extraordinaire, et finalement change de façon tout à fait radicale la façon dont on conçoit les systèmes économiques. Si je vous avais dit il y a quelques années qu'il y a une banque qui a été capable de créer 29 millions de clients en 10 ans uniquement en utilisant la téléphonie mobile, M-Pesa, vous ne l'auriez pas nécessairement cru. Et si je vous avais dit qu'en plus de ça, aujourd'hui, c'est 60% du PIB transactionné au Kenya, je pense que vous l'auriez encore moins cru. Donc c'est le cas de ce type de choses que l'on voit arriver. Et moi, je suis très sensible à ce qui se passe actuellement dans les émergents, parce que je pense que la révolution numérique est encore plus forte que celle que l'on perçoit aujourd'hui. Mais ça a des inductions très particulières. En 1997, avec une très bonne prescience, Thomas Friedman va dire « The world is flat ». Il va écrire un livre dont ce sera le titre. Et il a compris que finalement, de médias qui étaient monodirectionnels, on rentre dans des systèmes interactionnels et que ça change complètement la façon dont la cristallisation de la valeur, la détention du savoir procède. Il a fallu 100 ans pour qu'on ait la première usine qui fabriquait des moteurs à explosion en Afrique, c'était au Nigeria. Il aura fallu seulement 15 mois entre le moment où on a installé la 4G en France et le moment où on a eu la 4G en Afrique. Et ces cycles d'innovation sont en train de se réduire. Et je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que la façon dont on perçoit la technologie change complètement les rapports de force entre les différents stakeholders qui la portent dans le monde. Et donc, il n'y a rien de plus faux que ce qu'on entend souvent dire « oui, la technologie est neutre et c'est ce qu'on en fait qui décide finalement de notre futur ». Non, la technologie, elle comprend un sens de l'histoire au sens hegelien du terme. C'est-à-dire que quand vous inventez le canon à poudre, eh bien, vous allez créer l'État-nation. L'État-nation est une conséquence directe de la création du canon à poudre. Pourquoi ? Parce que ce sont des techniques sophistiquées, et pour pouvoir mettre en œuvre ces techniques, il faut des moyens considérables que les petits seigneurs locaux ne peuvent plus s'offrir. Et donc, on doit avoir des grands ensembles pour pouvoir se financer ces armées qui mettent en œuvre ces canons à poudre. Et puis, surtout, le canon à poudre, il est capable de casser les murailles du petit seigneur local. Et donc, seuls ceux qui sont capables de s'offrir des forteresses Vauban peuvent potentiellement résister. Et donc, vous constituez l'État-nation. Voilà pourquoi la technologie n'est pas neutre. C'est très bien illustré par ce tableau, les ambassadeurs, dans lequel on voit quelques techniques qui arrivent au moment de la Renaissance et qui changent complètement le sens du monde. Notre compréhension du monde, l'émergence de l'individualité, par exemple, est née au travers de la Renaissance. Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Vous qui êtes dans le monde financier, je pense qu'elle va vous toucher particulièrement. Un élément essentiel de notre histoire moderne, c'est l'avènement de la révolution conservatrice en 1980. Pourquoi ? Parce que ça va provoquer la fin de l'URSS. Ça, c'est l'histoire telle que vous la connaissez. C'est l'histoire qui est dans les livres d'histoire. L'histoire est plus compliquée que ça. Derrière Thatcher et Reagan, il y avait des think tanks. Ces think tanks étaient principalement financés par vous, par l'industrie financière. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quel est leur message ? Ils ont dit, il nous faut de la globalisation. On doit faire de l'effet de levier. Et pourquoi est-ce qu'on veut de la globalisation ? Ça, c'est le message subliminal. Parce qu'on a des technologies qui sont en train d'arriver, qui sont capables de synchroniser les marchés financiers, et on est capable de faire des effets de levier qui sont incomparablement plus importants que ce qu'ils étaient auparavant. On a la synchronisation des marchés financiers entre le Canada et Chicago, New York. On commence à faire ce genre de choses. On a le fax qui permet de commander en Chine, dans les pays émergents, et qui permettent finalement de réduire considérablement les coûts de production d'un certain nombre de choses. L'arbitrage qui va exister, je n'ai pas le temps malheureusement de rentrer là-dedans, entre capital et travail, va se rompre à ce moment-là. C'est-à-dire que la répartition des fruits du capital, c'est-à-dire du capital qui est réinvesti d'un côté ou qui est distribué, et de l'argent qui est donné en surcroît aux travailleurs, ce modèle-là va se rompre à ce moment-là. Pour ceux qui pensent que je suis
prof de sociologie à Nanterre. Non, j'ai un passé d'entrepreneur. Je crois que c'est important de le rappeler. Ce n'est pas un discours marxiste que je vous tiens ici. Et donc, ils vont réussir à propulser Reagan et Thatcher au pouvoir. La première chose qu'ils vont faire, c'est évidemment libéraliser l'économie, mais c'est aussi la globaliser. Ils vont faire chuter l'URSS partiellement grâce à ça, pas que, il y a d'autres mesures, mais surtout, ils vont permettre à la technologie de prendre son plein essor et de mettre en avant ses dimensions. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas s'en rendre compte, c'est qu'ils vont signer le début de l'acte de maladie des États-nations tels qu'on les connaissait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement étrange. Personne n'aurait pu prévoir que des entreprises soient parmi les plus riches au monde, les plus valorisées certainement, et fonctionnent avec des services qui sont gratuits. Ça n'existait pas quand vous avez fait vos écoles de commerce, vos écoles d'ingénieurs. On ne vous a pas enseigné ces modèles-là parce qu'ils n'existaient tout simplement pas. En l'espace de moins de 20 ans, on a créé des entreprises qui vous fournissent les technologies les plus sophistiquées au monde, l'intelligence artificielle, la messagerie, du stockage, du mapping, de la géolocalisation, etc., etc. Et tout cela gratuitement. C'est juste absolument stupéfiant. Et ça repose sur des paradigmes au sens large qui sont absolument stupéfiants. Par exemple, ce monsieur, ce hippie de la vallée, ça ne vous parle pas forcément, c'est Richard Stallman. Il a inventé Linux. Linux, c'est quoi? C'est ce qui fait tourner 90% des serveurs dans le monde. La plupart de vos services applicatifs fonctionnent aujourd'hui sur Linux. Et Linux, c'est une contribution collective permise grâce à Internet de à peu près 150 000 personnes qui fabriquent l'operating system le plus puissant qui existe, le plus sûr qui existe. Quand vous avez une faille de sécurité sur Linux, elle est patchée en moyenne en 24 heures. Quand vous avez une faille de sécurité sur un OS commercial, il est patché entre 20 et 30 jours suivant l'OS. Et non, je ne vous donnerai pas de nom à cet égard. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. J'ai pas encore le décompte de CB Insight sur le premier semestre 2019. On est probablement aux alentours des 500 unicornes, licornes, décacornes dans le monde. Entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars, fondées après 2000, dans le domaine de la technologie. Et qui soient toujours privées. Eh bien, ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui reposent sur ce paradigme nouveau de management, de technologie. Elles croissent beaucoup plus vite que les autres. Et pour certaines d'entre elles, elles sont à même de menacer la souveraineté des États. 4 d'entre elles sont particulièrement connues. J'ai mis en bas à droite le logo d'une 5e qu'on cite assez peu, mais qui est quand même assez présente également. La valeur, alors ça change beaucoup, mais cumulée de ces 5 entreprises, c'est celle du PIB de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique et de la Hollande, tous ensemble. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de valeur. Et évidemment, ils ont un poids politique qui est immergé. Quand ils arrivent, pour certaines d'entre elles, en Europe, ils choisissent qui ils vont rencontrer. Ils disent je rencontre le président d'un tel, mais le Premier ministre, j'ai pas le temps. Voilà, je l'ai vécu, je l'ai vu se faire. Voilà où ils en sont. Ils sont capables d'avoir une négociation d'égal à égal avec les États. Et en matière de régulation, ils ont une puissance qui est tout à fait impressionnante qu'ils mettent en œuvre. Quelques éléments. Capital risque, vous voyez aujourd'hui les proportions. L'Europe au milieu, tout à fait écrasée entre la Chine et les États-Unis. 131 milliards de dollars pour les États-Unis. Ça va redescendre un peu cette année, manifestement. C'est une première pour les États-Unis. Et mon idée, c'est que l'Europe va passer bien au-delà des 35 milliards. Donc il y a quand même un petit réveil actuellement de l'Europe. Et on n'a pas les chiffres de la Chine. Ils ne peuvent pas être en croissance non plus. Un autre indicateur, je trouve, tout à fait important, c'est celui-ci. Pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fabrique du capital humain qui est adapté à cette révolution? Donc vous voyez que si vous prenez THI, le ranking, si vous omettez le Royaume-Uni qui détient la plupart des entreprises dans ce domaine, eh bien l'Europe ne fait pas le figure. Et c'est tout à fait dommage parce que si vous prenez des indices de comparaison, ce qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, et vous les comparez à peu près à la Chine et aux États-Unis, eh bien l'Europe est de très loin la zone où il y a le plus de capital humain. Même chose si vous prenez les publications essentielles dans l'intelligence artificielle. Même chose si vous prenez le nombre de brevets. Il faut arrêter de se lamenter.
l'Europe, c'est une puissance technologique potentielle de premier plan. Et je ne le dis pas pour me faire plaisir, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que c'est une conviction extrêmement forte me concernant. Alors, on a essayé de comprendre, avec un groupe de gens avec qui je travaille, qu'est-ce qui caractérise finalement les lieux et les pays qui réussissent. Et donc, on a pris une vingtaine de critères qu'on a appliqués aux pays, d'une part, mais qu'on a aussi appliqués à des grandes zones pour essayer de caractériser ça. Je vais vous la faire courte, mais il y a 3 facteurs qui sont surdéterminants. Le premier d'entre eux, l'investissement militaire. Le fait d'avoir un investissement militaire qui investit notamment dans l'innovation, Chine, États-Unis, Israël en particulier, eh bien, c'est déterminant pour faire de l'innovation de rupture et favoriser un écosystème qui va apparaître. La deuxième, je viens de vous le montrer, c'est le capital humain. Le fait d'être capable de flécher de la recherche, de l'enseignement supérieur dans ce domaine. Et ça, c'est quelque chose qu'ont particulièrement bien fait Israël et les États-Unis. La Chine a rattrapé avec d'autres moyens, mais évidemment, ils ont bien réussi à cet égard. Et puis, il y a un troisième facteur qui est moins cité, et que je pense qui est tout à fait essentiel, c'est ce qu'on appelle les effets de cluster. C'est-à-dire avoir dans un même lieu des universités, des grandes entreprises, des start-up qui vont collaborer ensemble et qui vont faire qu'il y a une espèce de tambouille assez étonnante qui apparaît. Vous prenez les GAFA, les 4 GAFA n'auraient pas pu exister sans cet écosystème. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ils se sont appuyés sur des universités, sur des grands appels d'offres du DARPA, je vais y revenir, sur ce genre de choses. Donc ces 3 facteurs sont absolument déterminants. Il y a quelques facteurs subsidiaires, je ne vais pas avoir le temps d'aller dedans maintenant, mais voilà ce qui nous donne de forts indices de ce que pourrait faire l'Europe, la France, pour parvenir à émerger dans ce domaine. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que nous, dans l'espace européen, on devrait faire ? Au lieu de se lamenter et de se dire, finalement, on est derrière, certains docteurs urologues qui disent ça, eh bien, moi je crois qu'en fait, on est face à un océan d'opportunités que l'on peut saisir assez facilement. La première chose, et la nouvelle Commission européenne l'a explicitement dit, c'est qu'il nous faut une stratégie en cyberdéfense et en cyberoffense. Changer le paradigme, la doctrine militaire telle qu'elle existe, et être capable de créer des outils. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'environnement bancaire, les montants qui, vous ne le direz pas parce que vous ne voulez pas le dire, mais que vous perdez de ce fait, sont considérables. Ils font que vous investissez beaucoup dans la cybersécurité. Il faut faire la même chose au niveau des États. Il faut qu'il y ait une forte collaboration entre les États et le monde économique. Et ça fonctionne bien. Et ça a une conséquence, c'est que ça crée des startups, ça crée de l'innovation de rupture, ça crée des nouveaux paliers dont on peut évidemment se servir pour se développer. La deuxième chose, c'est qu'il faut créer une DARPA. La DARPA, c'est une agence américaine d'innovation de rupture qui a été créée en réponse à Sputnik, qui vient de fêter ses 60 ans, et qui a juste inventé Internet, qui a relancé l'intelligence artificielle, qui a été capable de développer les microcontrôleurs qui font fonctionner les robots, et de très nombreuses autres innovations proviennent de la DARPA. Eh bien, ce sont des budgets qui sont faibles. Le budget de la DARPA aujourd'hui, c'est moins de 3 milliards de dollars. Et ça a des conséquences extraordinaires. On a tout le capital humain, il suffit juste de le mettre en œuvre en créant cette agence. Alors je vous rassure, la réflexion est largement lancée au niveau des institutions européennes. Troisième chose, c'est qu'il faut arrêter de traiter les infrastructures technologiques comme des technologies comme les autres. Elles sont souveraines, elles ont un enjeu majeur. Alors, heureusement, on a créé une directive européenne pour décider du design de ces infrastructures. C'est évidemment nécessaire, mais derrière ça, il ne faut pas hésiter à défendre notre industrie, comme le font les Américains avec Qualcomm, et comme le font les Chinois avec Huawei. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer totalement, mais il faut comprendre que ces acteurs-là n'existeraient pas, je parle des Américains et des Chinois, sans un support fédéral et du Parti communiste absolument sans faille à cet égard. Vous savez quoi ? En Europe, on a 41% de part de marché dans les infrastructures télécom. Huawei, c'est 28%, avec Nokia, Siemens et Ericsson. Et on ne le dit jamais. On ne le dit jamais parce que ce n'est pas au centre du truc. Eh bien, ces entreprises-là, elles détiennent des technologies qui sont absolument essentielles, pas pour la 5G, pour la 6G. La 6G, c'est l'occasion pour nous de revenir sur
le devant du champ de bataille, comme on l'a fait avec le GSM, qui est une invention européenne. Et puis, il faut vraiment qu'on soit sérieux à l'égard du venture capital. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Vous vous dites, ouais, c'est des super entrepreneurs qui investissent leur argent dans le privé, c'est totalement faux. C'est avant tout un cadre fiscal qui a été établi aux États-Unis en 1958, à peu près au moment de la fondation de la DARPA. Et accrochez-vous, jusqu'en 1994, il y avait plus d'argent fédéral qui était mis dans la R&D aux États-Unis que d'argent privé. Donc quand on me dit les États-Unis c'est un grand pays libéral, je dis c'est un grand pays interventionniste avant toute chose, et un pays qui a fait avant les autres de la politique industrielle, et qui, quand nous on a pensé que c'était ringard d'en faire, a continué d'en faire, et avec l'efficacité que l'on sait. Et donc il nous faut une stratégie industrielle. Pas une stratégie qui consiste à avoir des entreprises qui soient détenues par l'État. Ça ne fonctionne pas, on le sait bien. On l'a vu dans les années Mitterrand, entre autres choses. Non, une stratégie industrielle, c'est une stratégie de porte-avions où finalement les régulateurs soutiennent des normes, les aident à s'étendre, soutiennent des standards, font en sorte que des designs référentiels soient imposés à l'échelle de l'Europe. Ça fonctionnerait remarquablement bien. Et heureusement, là aussi, je pense qu'il y a un réveil. Il faut changer les modèles de management. Les modèles qui sont en hiérarchie, avec des systèmes d'information qui sont complètement autonomes, ça crée du silo. Dans les banques, vous avez d'énormes efforts à faire pour évoluer vers des modèles qui sont beaucoup plus agiles, qui sont beaucoup plus plateformisés. Et je sais que vous avez la compliance, je sais que vous avez de très très nombreuses contraintes, mais c'est comme ça que vous ferez face à l'affaissement des taux, qui sont là pour durer, je crains, et qui vous permettront de restaurer vos marges. C'est en créant de la productivité à de très très large échelle, et vous n'y arriverez pas en versant de l'argent dans la technologie. Vous n'y arriverez qu'en changeant de modèle de management. La technologie s'emboîte dans le management, et c'est uniquement comme ça que les startups réussissent à fonctionner. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'échelle de l'Europe, nous sommes en retard. Et en France, on est en retard sur l'Europe. Les indices nous le donnent également. Et puis, il nous faut une politique de cluster. Il faut vraiment qu'on arrête de faire de l'émiettement en se disant qu'on est là pour faire la charité. Non, il faut investir sur des zones qui ont la possibilité de réussir, exactement comme l'ont fait la Chine, Israël ou les États-Unis. Il faut qu'on dise, on met là la cybersécurité, on met là la robotic automation, on met là l'expertise dans le domaine du véhicule autonome, et on investit massivement de cette façon-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout le reste, mais ça veut dire qu'on choisit ses batailles. On ne peut pas mener toutes les batailles, et ça, c'est aussi de la stratégie industrielle, me semble-t-il. Et puis, évidemment, ça, je crois que nous avons beaucoup de chance d'avoir Margrethe Vestager, qui est aujourd'hui vice-présidente exécutive à la Commission. C'est finalement, pour chacun d'entre nous, je pense, une forme de réveil de l'Europe. On a vu qu'on était capable d'avoir une parole politique. Aujourd'hui, cette commission est beaucoup plus politique que toutes celles depuis Jacques Delors qui les ont précédées. Et moi, je crois qu'on a une sorte de momentum que l'on doit saisir, que vous devez accompagner, qu'on doit tous accompagner, et qui nous ouvre des perspectives tout à fait intéressantes sur le potentiel européen. Merci beaucoup pour votre attention. Babinet. Peut-être une petite question après ce discours très pro-européen. Vous croyez vraiment quand même que le réveil de l'Europe peut passer par les infrastructures européennes telles qu'elles existent aujourd'hui? Est-ce qu'on est à même, avec les 25 pays, de construire une véritable stratégie industrielle? Alors, je vais faire une toute petite digression, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? D'abord, on a le désengagement du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s'est toujours opposé à une Europe politique. Ils ont dit, nous, on veut un espace de libre-échange et ça nous va bien comme ça. Et donc, c'était très difficile de faire autre chose que ça. Et puis, on avait l'Allemagne qui nous disait, la règle des 3%, c'est vraiment la Bible avant tout. Aujourd'hui, Altmaier, qui est le ministre de l'économie allemande, dit, on s'est planté. Maintenant, l'Allemagne ne va plus réussir à exporter comme elle faisait en Chine jusqu'à dans les années à venir. Et donc, il faut faire le pari de l'espace européen. Il faut faire le pari de la souveraineté européenne, comme on a fait, à certains égards, le pari de la souveraineté allemande. Et je crois que ce changement de paradigme, il est très fondamental et il se reflète dès aujourd'hui dans la constitution des têtes de la Commission européenne. Donc oui, je crois fondamentalement qu'il y a une logique d'investissement qui est en train de se mettre en place
et qui est d'une nature très différente de ce qu'on a connu auparavant. Et qui se heurte pourtant à beaucoup de problématiques de souveraineté nationale dans les différents pays de l'Union européenne. Alors, je n'ai pas dit que c'était très simple et que ça allait se passer de façon facile, mais si vous voulez, je le postais l'autre jour sur le site de l'Institut Montaigne. Pour moi, il y a 3 femmes qui ont des rôles absolument essentiels. Il y a la présidente de la Commission, von der Leyen, qui a fait de façon très très claire et très explicite le choix d'une Europe qui était politiquement offensive. Il y a Margrethe Vestager, je viens de vous expliquer les rôles qu'elle avait, elle a un portefeuille extrêmement étendu, l'industrie, le numérique, la cyberdéfense. Et puis, on a une Française, Sylvie Goulard, qui est en charge de la mise en œuvre de l'industrie, qui a la DG Connect. Et je ne suis pas surpris qu'il y ait finalement un très très bon alignement entre ces 3 femmes qui partagent beaucoup de choses et qui aujourd'hui occupent, du moins, je n'ai pas vu hier si elles avaient été confirmées, mais si elles le sont. Elles sont sur le grill, notamment Sylvie Goulard, aujourd'hui, je crois, au Parlement européen. C'est aujourd'hui. Bon, on est content de savoir que ce sont 3 femmes qui vont peut-être porter l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup, Gilles Babinet, d'avoir été avec nous aujourd'hui.